Cette femme commet une erreur qui changera le destin de millions de personnes. Isabelle signe un document sur son lit de mort. C'est le moment décisif, la reine la plus puissante d'Europe contre sa propre conscience. En un instant, elle trouve les mots et écrit ses dernières volontés. La plume tombe. Les conseillers explosent de soulagement. La victorieuse Isabelle a terminé son testament, mais l'atmosphère change. Ce ne sont pas des terres qu'elle a léguées, mais une protection pour des gens qu'elle n'a jamais rencontrés. L'horreur la paralyse. Maintenant, assoiffée de rédemption, elle espère que ses mots survivront. Elle sait ce qui l'attend cette nuit. Elle dit adieu à son mari Ferdinand. Et maintenant, le monde. Ceci est l'histoire de la guerre la plus légendaire d'une reine. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons retourner au début. Acte 1. L'enfance dans l'ombre. Le roi Jean II et son royaume arrivent en Castille, prêts à gouverner. Mais la mort n'a pas l'intention de lui accorder plus de temps. Jean II sent sa fin approcher. Il fait une proposition à son fils aîné, Henri. Un royaume uni entre ses héritiers. Si Henri accepte de protéger ses demi-frères et sœurs, il régnera en paix. Mais s'il les rejette, la Castille sera déchirée. Henri accepte et convoque ses conseillers. Ils explosent de méfiance. Ils sont certains que ses enfants deviendront une menace. Henri sourit simplement. Il n'aurait pas accepté s'il... Sachant qu'il allait les éloigner, Henri, prudent, convoque la plus petite des princesses de toute la Castille, Isabelle. Mais personne n'apparaît. Isabelle est dans sa chambre, regardant sa mère pleurer. Henri, calculateur, envoie un messager pour la chercher. Le messager la trouve et reste immobile. Il est devant une enfant terrifiée. Il lui dit qu'elle est trop jeune, qu'elle n'oserait jamais survivre seule. Isabelle répond doucement, les yeux baissés. C'est pour ça que personne ne se souviendra de mon nom. Et puis arrive le château d'Arevalo. Henri la sermonne immédiatement, distant, disant qu'il devrait l'envoyer dans un couvent pour son propre bien. Mais Isabelle n'ose rien dire. Pourquoi supporter cela? C'est Henri qui a le pouvoir. Sans dire un mot, elle se retourne et s'en va. Une servante l'arrête, désespérée, la suppliant de penser à sa mère qui deviendra folle si elle proteste. Mais Isabelle ne peut rien faire. Alors la servante dit la seule chose qui peut la faire hésiter. Pense. Combien de légendes seront écrites en ton nom? Souviens-toi de ceci, ce sera important plus tard. Isabelle s'arrête et serre son chapelet. Mais avant d'accepter son destin, elle dit à Henri, « Imagine un roi qui protégerait ses propres frères et sœurs. Ça, ce serait exceptionnel. » Henri la regarde avec indifférence. Il veut la paix, mais ne la cherche pas. S'il veut continuer à être le conquérant, il doit éloigner Isabelle. Les années crient et tentent de briser Isabelle, mais elle reste silencieuse, s'agenouille dans la chapelle et, avec un seul mouvement, plante sa foi profondément dans son cœur. En quelques années, l'enfance se termine. 1454, Arevalo. Le château gris reçoit la petite Isabelle avec froideur, sans savoir qu'elle y portera la ruine future de son innocence. Le roi Henri salue ses conseillers avec satisfaction, mais quand il lui présente Isabelle et son frère Alphonse, son expression ne change pas. Il sait que ce n'est qu'une formalité. Il ne les reverra peut-être jamais. Il ordonne simplement qu'ils soient bien traités mais loin de la cour. Entre ceux qui les reçoivent se trouve leur mère, Isabelle de Portugal, qui est devenue une femme brisée mentalement. Sa raison était fragile et maintenant elle s'effondre complètement. Isabelle observe sa mère chaque jour. Sa mère, qui était autrefois élégante, est maintenant une femme qui parle au mur. Elle l'appelle « mon roi » et attend qu'il revienne. Pour une petite fille de 3 ans, c'est terrifiant. Mais cette peur deviendra plus tard son arme la plus puissante. Et aussi, comme nous le verrons, sa plus grande controverse. Ce film est inspiré de l'histoire vraie d'Isabelle de Castille, la reine qui a unifié l'Espagne et financé Christophe Colomb. Dans l'Europe médiévale, il n'existait pas de livre sacré universel comme aujourd'hui. Chaque royaume avait ses propres chroniques et légendes, qui leur disaient comment étaient les rois, comment ils devaient vivre et agir, ou quel était le but de l'existence royale. À la place, les Européens avaient des chroniques de chevaliers et de saints, des récits épiques qui narraient les exploits de souverains exemplaires considérés comme des modèles de vertu. À travers ces histoires,
Ils transmettaient et apprenaient les valeurs fondamentales de leur société: l'honneur, le courage, le respect de Dieu et la justice. Ils exploraient également des thèmes universels comme le destin, la mort et la relation entre Dieu et les hommes. La protagoniste de notre histoire est Isabelle, la plus grande reine d'Espagne, princesse et orpheline, puisque son père Jean II était un roi mortel, et sa mère Isabelle de Portugal, une femme fragile mentalement. Selon l'histoire, quand Isabelle est née, son père était déjà malade et mourrait bientôt. Cette partie de sa vie est restée sans protection, devenant son seul point vulnérable. De là vient l'expression « le talon d'Achille d'Isabelle », que nous utilisons aujourd'hui pour nous référer à sa plus grande faiblesse, son besoin désespéré de prouver sa légitimité. Mais le véritable talon d'Isabelle n'est pas politique, mais émotionnel. Son orgueil excessif face au rejet. Son habileté comme future reine la rendit déterminée au point d'ignorer comment ses actions affectèrent les autres. Dans une dispute pour le trône, elle était prête à risquer la vie de milliers d'hommes en guerre civile. Son orgueil obscurcit parfois sa compassion, la menant à prioriser sa couronne au détriment du bien-être d'autrui. Acte 2. Le jeu politique. Ferdinand, le prince d'Aragon, est au milieu de négociations secrètes avec la princesse Isabelle de Castille. Il y a une longue histoire d'alliances possibles entre Aragon et Castille. Mais aujourd'hui, ils mettent fin à l'incertitude. Ou c'est ce qu'ils pensent. Ils ne savent pas que le roi Henri a déjà tracé un autre chemin pour Isabelle. Ferdinand dit à Isabelle à travers leurs lettres que c'est un soulagement de sceller cette alliance, car ensemble ils pourraient unir toute la péninsule. Isabelle est une stratège exceptionnellement habile. Personne ne se compare à elle, ou plutôt, peut-être seulement Henri pour sa ruse politique. Ferdinand rêve d'épouser Isabelle, sans savoir qu'Henri, le roi, planifie de la marier au roi du Portugal. Henri organise ce mariage pour Isabelle, sans se rendre compte qu'Isabelle, la princesse, ne peut détacher ses pensées de Ferdinand, son espérance. Ferdinand est considéré le prince le plus prometteur de toute l'Aragon. Selon l'histoire, sa bravoure et son intelligence se doivent à son éducation militaire. Il était fils de Jean II d'Aragon, un roi puissant et stratège. La légende raconte que Jean II, fasciné par l'avenir de son fils, le forma personnellement aux arts de la guerre et de la diplomatie dès son plus jeune âge. Henri offre à Isabelle un mariage arrangé avec le roi portugais, mais elle refuse silencieusement dans son cœur. Son véritable amour l'attend ailleurs. Henri, cependant, ne se laisse pas dissuader. Bien qu'il soit roi et qu'Isabelle soit sous son autorité, il continue à planifier son avenir politique. Isabelle profite de l'inattention du roi et commence à échanger des lettres secrètes avec Ferdinand. L'archevêque Carilo les aide. La scène se déroule, et elle sait que cela ne peut pas bien se terminer. Isabelle écrit à Ferdinand. Et bien que tous deux sachent que c'est dangereux, ils ne peuvent résister. Depuis leur première lettre, ils sont inséparables dans leurs pensées. Maintenant, ils sont complètement déterminés. Mais ce temps d'échange est limité, avant qu'Henri ne force le mariage portugais. Isabelle a le cœur brisé. Elle préférerait mourir plutôt que d'épouser quelqu'un qu'elle ne choisit pas. Au final, ce serait la même chose. Face à un mariage arrangé, elle serait juste un fantôme. Elle mangerait, respirerait, mais ne serait pas vivante. Ferdinand lui propose de se marier en secret. Les rois les haïraient, le monde les poursuivrait. Mais ils seraient ensemble, et il serait avec elle. L'amour entre Ferdinand et Isabelle ne fut pas une simple coïncidence, mais plutôt le fruit d'une stratégie politique brillante. Selon l'histoire, lors des négociations entre royaumes, tous les princes étaient considérés comme prétendants, sauf Ferdinand qui était vu comme trop jeune. Offensé par son exclusion des discussions, Ferdinand envoya une lettre directement à Isabelle. Dans la lettre était inscrit « Pour la plus courageuse ». Ainsi commença une correspondance secrète entre deux jeunes qui se comprenaient. Incapables d'obtenir l'approbation d'Henri, ils firent appel à l'archevêque Carrillo, qui, pour créer une alliance puissante, délégua la décision à deux jeunes amoureux. Le choisi fut le mariage secret. Isabelle, princesse de Castille, considérée comme une stratège brillante, devait choisir son destin. Chaque prince devait offrir quelque chose pour conquérir sa main. Le roi du Portugal lui promettait richesse et stabilité. D'autres nobles offraient pouvoir et territoire. Ferdinand, le prince d'Aragon,
lui promit quelque chose de différent. Un partenariat égal et la possibilité d'unir deux royaumes pour créer le plus grand empire d'Europe. Isabelle choisit Ferdinand. Et bien qu'elle risqua tout en désobéissant à Henri, l'archevêque accomplit son rôle, déclenchant les événements qui mèneraient à l'unification de l'Espagne. Contrairement à la conception médiévale d'un roi tout-puissant, parfait et absolument respecté, les rois de cette époque étaient plus humains. Ils avaient de la jalousie, de l'orgueil, de la colère et des passions. Ils étaient attirés par le pouvoir et même complotaient contre leur propre famille. Ils intervenaient activement dans la vie de leurs sujets, aidant ceux qu'ils aimaient et punissant ceux qu'ils n'aimaient pas. En fait, bien que de nombreuses adaptations modernes ne montrent que les événements entre nobles dans l'histoire, une grande partie de l'action se déroule dans les coulisses, où les conseillers et les archevêques manipulent les jeunes selon leurs propres plans. Quand Ferdinand sort de la salle après avoir reçu la lettre d'Isabelle, Jean II, son père, le trouve et l'avertit de ne rien faire d'imprudent. Henri est un homme puissant, mais son frère Alphonse est encore plus dangereux, et cet enfant ne nécessite pas d'autre excuse pour vouloir prendre le trône de Castille. Le lendemain matin, ils partent secrètement, et Ferdinand révèle son secret. Il va épouser Isabelle, la demi-sœur d'Henri. Jean II est inquiet. Ferdinand tente de se défendre, disant qu'il ne lui demande pas de se battre dans sa guerre. Jean II sourit parce qu'en réalité, il vient de le faire. Quand Henri découvre ce qui s'est passé, la fureur le consume. Il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas puni Isabelle et annulé ce mariage, pour ensuite lui imposer l'époux qu'il a choisi. Il se tourne vers sa fille Jeanne. Jeanne, qu'on appelle cruellement la Beltraneja, hésite à soutenir son père. Elle sait que si Isabelle est écartée, elle pourrait elle-même devenir reine un jour. Mais Jeanne n'aime pas les conflits. Elle est douce, fragile, et ne veut pas de couronne obtenue par la guerre. À cette époque, la Castille n'était pas une nation unifiée, mais une collection de royaumes, chacun avec ses propres nobles puissants qui manipulèrent les rois. Dans cette histoire, il y a trois figures principales que nous devons considérer. Henri IV, le roi de Castille, surnommé l'impuissant, à cause des rumeurs sur son incapacité à engendrer un héritier. Il était faible politiquement et constamment manipulé par ses favoris. Isabelle, la demi-sœur d'Henri, est notre protagoniste. Contrairement à son frère, elle n'avait ni pouvoir ni armée au début. Elle était écartée, mais elle refusa d'accepter ce destin. Alors elle chercha de l'aide pour se rebeller et réclamer ce qu'elle considérait comme son droit au trône. Et finalement, il y a Ferdinand, prince puis roi d'Aragon et époux d'Isabelle. Aragon était aussi connu comme la couronne d'Aragon, d'où le nom de l'union dynastique finale, les rois catholiques. Pour Henri, contrôler Isabelle était crucial, non seulement pour sa tranquillité, mais aussi pour sa survie politique. C'était l'une des dernières menaces qu'il devait neutraliser. Cependant, il y avait une raison pour laquelle il n'avait jamais réussi à la dominer complètement. Elle était protégée par des nobles puissants et par l'Église qui voyait en elle une meilleure option pour régner. Henri sait qu'il ne peut pas faire cela seul. Il a besoin d'alliés. Il envoie des messagers aux nobles pour les convaincre de rejeter ce mariage illégitime. Seuls quelques-uns pourraient en faire accepter à la Castille qu'Isabelle n'a aucun droit au trône. Pendant ce temps, Isabelle se prépare avec son époux Ferdinand, qui lui ressemble en détermination. Yeux clairs, port noble et présence imposante. Mais, bien sûr, en politique, la différence est évidente. Isabelle est la stratège. Ferdinand sera le guerrier. L'archevêque Carillo les trouve et tente de les conseiller. Il dit qu'il sait qu'elle a défié Henri, mais que cette rébellion n'est pas pour elle seule, c'est pour toute la Castille. Isabelle écoute à peine l'argument. Elle n'est pas intéressée par les justifications. Elle sait ce qu'elle veut, le trône. Alors Carillo joue sa dernière carte, la plus grande opportunité de l'histoire, avec le soutien de l'Église et des nobles rebelles. Cette guerre pour la succession ne sera jamais oubliée, ni les
D'où chantent anciens, fiers chevaliers, de rois oubliés, la messe dans la nuit, destin tracé.
suis montagneux.